Alors vous le savez, la FNAC est une enseigne engagée, la FNAC est une enseigne citoyenne qui contribue modestement, là où elle est, à créer ou à construire un bout d'espace public. Et ce bout d'espace public, eh bien, il est indispensable pour confronter des idées, pour se forger des opinions et pour ainsi dire faire vivre la démocratie. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de traiter une question très importante, celle du nucléaire, avec un intitulé « Faut-il sortir du nucléaire ?» qui prend évidemment un relief particulier au moment des événements actuels que vous savez au Japon. Je remercie chaleureusement nos deux invités qui nous ont fait l'honneur d'être ici ce soir. D'abord, merci de votre invitation et de nous donner l'occasion de nous rencontrer et d'échanger. J'ai déjà eu l'occasion de le faire depuis 10 ans que j'exerce cette fonction avec plusieurs présidents de Greenpeace. C'est la première fois que je le fais avec Pascal Lustig en direct. C'est notre théorie que le nucléaire ne soit pas un sujet tabou. Qu'est-ce que c'est ? C'est une manière de produire de l'électricité, ni plus ni moins. Elle a des avantages et des inconvénients. Elle suscite des inquiétudes, une très forte émotion après Fukushima. Il faut absolument en parler. Donc si la question de savoir est-ce que le débat, nous le craignons, la réponse est non. Là où en revanche il y a une limite à notre contribution, c'est que nous sommes un fournisseur qui permet, grâce à son offre, de produire de l'électricité, soit de manière nucléaire, soit de manière renouvelable. Derrière, il y a des clients, les électriciens, qui nous achètent nos technologies et qui la font fonctionner. En France, c'est principalement EDF, bien sûr. Et puis au-delà, surtout, il y a les citoyens, les pouvoirs publics, les associations, les parties prenantes, les partis politiques, les gouvernements, qui, eux, doivent faire des choix de société. Et finalement, c'est à eux que revient la décision finale et surtout l'organisation du débat. Le rôle d'Areva est d'y contribuer, en toute transparence, en toute sincérité. Il ne nous revient ni de l'organiser, et encore moins de le préempter. Parce que je crois qu'au-delà, et je suis prêt à y répondre bien sûr, quitte à être un peu provocateur, faut-il sortir du nucléaire ? Je crois que le vrai sujet au-delà de ça, c'est vers quel type de société voulons-nous aller ? Et qu'au final, au-delà du mode de production, qu'il soit électronucléaire, renouvelable, fossile ou autre, c'est in fine, à l'échelle du XXIe siècle et au-delà, dans quel type de croissance, dans quel type d'évolution collective voulons-nous aller. Voilà la position du groupe Areva. Après l'accident de Tchernobyl en 1985, dont on sait que les conséquences n'ont pas pu être senties en France, alors que le débat sur le nucléaire a été lancé partout dans le monde, notamment dans les pays voisins comme la Belgique, comme les pays scandinaves, et surtout en Allemagne, malheureusement, il a fallu Fukushima pour commencer à débattre sérieusement du choix électronucléaire en France. Maintenant, j'aime pas trop l'idée que voilà, Fukushima n'est qu'une affaire d'émotion. Fukushima est d'abord une question de quantité massive de radionucléides, de radioactivité, qui, en ce moment même, encore, sortent de cette centrale. Donc, Fukushima, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 4 semaines, mais Fukushima est un drame, une catastrophe qui est en cours. C'est un hasard que ce soit tombé sur le Japon. D'un côté. D'un autre côté, ce n'est pas un hasard. C'est le Japon qui est le symbole, l'archétype d'une société qui est construite sur une production, une consommation de gadgets, donc de biens matériels extrêmement futiles, et qui a, de façon très consciente, pris le risque de construire des centrales nucléaires alors qu'il savait qu'un jour, le séisme et le tsunami allaient se passer. Donc on est aujourd'hui devant un choix de société, un choix, oui, bien sûr, aussi de la matérialité du développement, pas seulement dans les pays occidentaux, mais surtout dans les pays en développement, sachant qu'1,5 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à des services énergétiques de base. Donc ça va largement au-delà de est-ce qu'on arrivera à colmater les brèches à Fukushima. C'est un choix de société qui se pose aujourd'hui, et nous espérons que les responsables politiques en France, en Europe et dans le monde, finalement, se rendra à l'évidence que c'est un choix politique qu'il faudra faire, et le plus rapidement possible. Il y a juste un point que je ne voudrais pas qu'on oublie sur Fukushima, justement, et qui n'est pas dans votre propos par rapport à la maîtrise ou pas du risque au Japon actuellement, c'est qu'on a un petit peu tendance à oublier, en France notamment, c'est totalement sorti des médias,
que Fukushima, ce n'est pas une centrale toute seule qui s'est autodétruite. Et que si les difficultés rencontrées par TEPCO sont aussi criantes aujourd'hui, c'est parce que les réacteurs ont subi un séisme, auquel d'ailleurs ils ont très bien résisté, et un tsunami, lequel tsunami a dévasté tout l'environnement infrastructurel de Fukushima. C'est-à-dire que tout le système de réactivité, de sécurité civile, des routes, des pompiers, bref, tout ce qui fait que l'incident aurait pu être maîtrisé en temps normal et effectivement n'a pas été prévu comme ça, s'est trouvé confronté à un système de dévastation totale de l'environnement. Et c'est ce qui fait évidemment, et je rejoins évidemment Pascal Lustig là-dessus, que Fukushima n'est pas Tchernobyl, c'est Fukushima. Parce que nous sommes dans une situation qui n'avait jamais été prévue, c'est-à-dire non seulement les systèmes intrinsèques à la centrale de sécurité ont été défaillants, les systèmes de secours adjacents ont été défaillants, mais le système de structure de secours du Japon lui-même a été défaillant compte tenu du dégât causé par le tsunami. Vous êtes en train de parler du risque zéro qui n'existe pas. Juste. Oui, dans les activités humaines, le risque zéro n'existe pas. Je pense quand même que le nucléaire, c'est quelque chose de spécifique. Et parler dans le contexte du nucléaire d'un risque zéro qui n'existe pas, ça veut dire qu'on accepte tout simplement... Ce serait vous mentir. Si je vous dis le risque zéro, nous sommes à risque zéro, je vous raconte une caisse, ce n'est pas la nature de notre entreprise. Donc vous assumez... Que le risque zéro n'existe pas. Assumez, ah oui, heureusement d'ailleurs. Vous assumez la possibilité d'un accident nucléaire majeur en France avec la dévastation de toute une région en France. Vous assumez ce risque-là et vous n'avez pas de mal à dormir la nuit quand vous voyez ce qui s'est passé à Fukushima. Mais quelle que soit l'activité industrielle dans laquelle je travaillerai, je pourrais être le porte-parole de Airbus, je vivrai avec le fait qu'effectivement, les avions de la compagnie dont je suis le porte-parole ont un risque, certes infime, mais un risque réel de s'écraser un jour. Je pense que l'actualité parle d'elle-même. En termes de troisième génération, par rapport à son concurrent américain, c'est celle qui est le plus en avance. Il y a 6 réacteurs qui aujourd'hui sont en construction dans le monde. C'est celle qui, effectivement, mais de ce point de vue, son concurrent américain est aussi performant en la matière, présente des évolutions significatives en matière de sûreté et de sécurité qui font que, au-delà du choc de l'avion que vous avez retenu, et c'est sans doute ce qui parle le plus aux gens depuis le 11 septembre, c'est un réacteur qui fait que tout événement qui survient à l'intérieur reste confiné, à l'intérieur du bâtiment. Tout événement qui survient à l'extérieur, et notamment la chute d'un avion, puisque ça n'était pas prévu initialement, mais ça a été adapté depuis le 11 septembre, ces types d'événements n'impactent pas l'intérieur du réacteur. C'est ça le principe. Donc, encore une fois, ça veut dire que les centrales actuelles, avec un simple confinement, ont été construites en acceptant que dans une convergence d'événements naturels du même type que ceux qui sont arrivés à Fukushima, on a pris le risque, je vous confirme, de construire des centrales qui n'étaient pas prêtes à faire face à cette convergence de risques. Je vais vous faire une grande révélation. Et donc, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ou bien dans 100 ans, on dira exactement la même chose Pascal, de l'EPR parce qu'il n'y a pas de limite absolue. Il n'y a pas de limite absolue dans ce qui peut arriver. Je vais vous faire une grande révélation. Dans les années 70, les voitures étaient construites sans airbag. Et cette FNAC, sans doute, a été construite dans les années 70 sans extincteur. Ça s'appelle le progrès continu. Bien évidemment que ce qui a été fait dans les années 70, puis dans les années 80, en matière nucléaire, comme dans tout le reste d'ailleurs, on prenait l'exemple de l'aviation. Croyez-vous que les avions qui ont été construits au début des années 80 répondent aux mêmes normes que ceux qui aujourd'hui sont mis en service? Non. Je vois très bien où vous voulez en venir. Vous voulez vraiment banaliser le nucléaire. Donc cette réaction en chaîne, l'analogie avec l'aviation, l'analogie avec d'autres technologies beaucoup plus simples, avec un impact, si quelque chose tourne mal, mineur par rapport à l'impact qu'a une catastrophe nucléaire. Je pense que c'est cette tentative de banalisation qui explique aussi pourquoi jamais vous allez convaincre les gens. Parce que les gens, ils savent, ils ont un sentiment par rapport à cette réaction en chaîne que l'homme, en fait, se rapproche un peu de Dieu. L'homme veut se rapprocher de Dieu. La réaction en chaîne, c'est quelque chose qui est incontrôlable par nature. Et donc, dire que le nucléaire est comparable en termes de progrès à l'aviation, c'est là-dessus où probablement on ne sera jamais d'accord.
Sur la question des déchets, oui, bien sûr, les déchets, c'est avec le risque un des éléments qui exclut le nucléaire comme une solution aux problèmes énergétiques, pour la simple raison que moi, je trouve immoral, mais vraiment immoral, de léguer aux générations futures la gestion pendant des millénaires et des millénaires, la gestion des déchets nucléaires. Et si aujourd'hui, M. Saunier peut dire que le nucléaire a un coût qui est plutôt compétitif, ben c'est précisément parce que ce sont les générations futures qui vont payer le prix fort. Le déchet nucléaire, il a un gros inconvénient, il est ultra toxique pour des dizaines d'années. Quand je dis des dizaines, c'est des centaines. Et ultra toxique. Avantage, il est géré. C'est-à-dire qu'on sait où il est. Alors il faut choisir tous ensemble le site de stockage, il faut le faire de la manière transparente, il faut le faire évidemment de manière technologique. Moi, je ne connais pas une industrie qui soit à ce niveau de production d'électricité de la même manière. Si vous prenez le déchet, la particule de CO2 émise par le fossile, pétrole ou gaz, ce déchet-là, non seulement il n'est pas géré, il est émis dans l'atmosphère n'importe où au monde et il impacte l'intégralité de la planète, et lui aussi, il est impactant pour les générations futures pour des centaines d'années. Donc je veux bien admettre, et c'est le travail que nous devons faire en termes de pédagogie, que le déchet nucléaire, il est extrêmement toxique durablement. En revanche, on sait où il est et il est géré. Monsieur Saunier, au passage, il a perdu 3-0. Donc il a parlé de toxicité des déchets radioactifs pour des dizaines ou des centaines d'années. Non, il fallait bien sûr parler de milliers, de dizaines de milliers et de centaines de milliers d'années. Et donc, qui aujourd'hui c'est pas le problème, va nous garantir, qui aujourd'hui va nous garantir que dans 10 000 ans, 10 000 ans, c'était quoi? C'était les hommes de Néandertal et de Cro-Magnon, c'est ça, oui. Donc, donc, dans 10 000 ans, qui va nous garantir qu'il y aura toujours cette connaissance du lieu de stockage? Qui va nous garantir ça? Il suffirait d'écouter M. Mohamed El Baradei, ancien directeur et prix Nobel d'ailleurs, pour sa fonction à la tête de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a déclaré, quelques mois avant de recevoir le prix Nobel, qui a déclaré que le fait que 40 pays dans le monde ont une connaissance suffisante du nucléaire civil leur permet à terme de développer l'arme nucléaire. Voilà, c'est Mohamed Al-Baradei qui l'a dit, vous pouvez aller sur Google, vous trouverez ces déclarations. Le nucléaire civil a été le principal vecteur de la prolifération du nucléaire militaire dans le monde. Iran, Irak, Pakistan, Israël, tout est passé par le nucléaire. On a vendu de la technologie civile pour permettre, et tout en sachant qu'un jour, ces pays-là développeraient ou menaceraient de développer la technologie militaire. Et donc, il n'y a aucune étanchéité entre le militaire civil et le nucléaire. Au contraire, c'est le principal vecteur de prolifération. Ces grands proliférateurs que nous constatons ensemble, il n'y a pas de débat, il n'y en a pas un qui fait 1 kWh d'électricité nucléaire. Bon. Ensuite, l'affiliation, elle est évidente, puisque de toute façon, à l'origine, le nucléaire, c'est la bombe. Elle a été convertie, ce qui, moi, philosophiquement, ne me déplaît pas sur le concept, en quelque chose de beaucoup plus pacifique. Alors je sais bien que pour vous, dans votre engagement militant sincère, c'est difficile, et je le respecte. Moi, je trouve ça plutôt optimal de se dire qu'à un moment donné, quelque chose qui était fait pour faire du mal, la bombe, a été converti par des gens plutôt intelligents et bénévolents à se dire, et si on en faisait autre chose, et notamment de l'énergie qui nous permet d'avoir le confort de vie, le développement et d'autres avantages avec les inconvénients. Moi, je trouve ça pas si mal. Alors maintenant, il est bien évident, je tiens à le dire ici publiquement, comme nous l'avons toujours assumé, que le nucléaire, ce n'est pas pour tout le monde. D'abord, ce n'est pas pour tout le monde parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens, il y en a qui n'ont pas les structures, les infrastructures adaptées. Il y a ensuite très clairement des pays avec lesquels, en tout cas en ce qui concerne le groupe Areva, mais au-delà bien sûr les autorités internationales, il y a des pays avec lesquels nous ne commerçons pas et nous ne commercerons pas. Le nucléaire n'est résolument pas pour tout le monde. Le nucléaire civil. Donc, je suis très content de l'entendre. Donc, ça veut dire que Areva, je pense qu'on l'avait senti, qu'Areva n'était pas content du fait que la France a signé un partenariat stratégique sur le nucléaire avec la Libye.
que Areva n'était pas content quand la France a signé des partenaires stratégiques, ou essaye de signer des partenaires stratégiques sur le nucléaire avec l'ensemble des pays du Maghreb, avec les pays du Golfe, sachant que de l'autre côté de la voie d'Ormuz, il y a quand même l'Iran. Donc aujourd'hui, construire des centrales nucléaires à Abu Dhabi, alors qu'en face, il y a une vraie menace, un vrai risque que les mollahs veulent utiliser le civil pour faire du militaire. Donc vous êtes d'accord avec moi que ces pays-là devraient être exclus du fait de l'absence de structures démocratiques, du fait de l'absence d'autorité indépendante, du fait de l'absence d'une société civile contre-pouvoir dont le nucléaire a besoin. Donc vous êtes d'accord avec moi que probablement, si on parle du nucléaire, on parle d'une dizaine, d'une vingtaine de pays dans le monde. Je confirme que le nucléaire civil n'est pas pour tout le monde. Nos estimations, c'est que globalement, plus de 85% des réacteurs qui seront construits dans le monde à échelle de 2050 le seront dans des pays qui ont déjà du nucléaire. Donc des pays qui ont une expérience, qui ont une autorité de sûreté, qui ont des parlements, qui ont une expertise, des électriciens expérimentés, qui ont aussi, le plus souvent possible, et c'est tant mieux, une opinion publique, des parties prenantes et des contre-pouvoirs qui s'interrogent, qui font débat, qui peuvent stopper des projets, qui en tout cas demandent déjà. Actuellement, il est inférieur de 25% à la moyenne européenne. 25% et pas 40% comme le dit M. Besson. Donc, 40 avec l'Italie, excusez-moi, juste une précision, 40 avec l'Italie et l'Allemagne. 25 en moyenne, pour les entreprises. 25% inférieur à la moyenne européenne. C'est pas mal déjà. Hein. C'est pas mal. Mais maintenant, s'il y a une hausse de 30%, parce qu'il faudra il faudra 1 million ou entre 600 millions et 1 million pour la prolongation de la durée de vie, pour financer Flamanville. Donc il faudra augmenter de 30%. On sera avec notre parc nucléaire qui sera largement amorti, supérieur à la moyenne européenne. Donc cet argument-là, dans quelques temps, dans plusieurs mois, il ne vaudra plus. On ne reçoit pas un centime de subvention et à contrario, je crois que depuis la création du groupe en 2001, nous avons dû verser au total entre 3,5 et 4 milliards d'euros de dividendes à notre actionnaire, l'État. Donc, tout ça pour vous dire que ça, ce sont les chiffres, pas un centime de subvention, nous payons nos impôts comme toute entreprise, et en plus, en tant qu'entreprise dont l'État est actionnaire majoritaire, nous lui avons versé entre 3,5 et 4 milliards. Ça, ce sont des faits. Areva est une émanation de l'État. Areva continue à profiter, non pas de subventions directes, mais de subventions indirectes. Je parle du démantèlement, je parle de la gestion des déchets, je parle des 60% des recherches, des fonds de recherche sur les questions énergétiques qui continuent à aller sur le nucléaire, alors que le nucléaire, d'après vous, a reçu le coût initial qu'il fallait. Donc Areva continue à être subventionné massivement. Et pour quel résultat? Pour, au final, produire 17% de l'énergie consommée en France par an. Pour des dizaines de milliers d'emplois, pour 5 milliards de dividendes. Donc tous ces efforts-là, pour une filière technologique qui fait référence dans le monde et qui s'exporte, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui en France, il y ait beaucoup d'exemples, j'en souhaiterais, mais qui puissent avoir ce bilan-là aussi. Alors, sans parler du fait que notre client EDF principal nous permet d'avoir, une fois encore, une facture d'électricité grâce à son mode de production plutôt basse, vous l'avez rappelé, par rapport à la moyenne de nos voisins européens, ce qui est un facteur de concurrence dans la compétition. Alors on en revient au débat d'ailleurs. Peut-être qu'après tout, il faut arrêter la croissance. Mais ça, c'est pas Areva de le dire. Mais en tout cas, si aujourd'hui on est dans une culture de croissance et qu'on est dans une culture de compétitivité, je le redis, on ne pourra pas agir sur 50 leviers. Ce n'est pas sur l'emploi, ce n'est pas sur les salaires, ce n'est pas sur le coût global. Et donc l'énergie aujourd'hui pour la France, c'est un atout majeur. Le nucléaire représente quoi dans le mix énergétique mondial? 2,5%. Et avec un parc nucléaire qui touche en majorité à sa fin de vie. Donc si on remplaçait aujourd'hui les 458 réacteurs d'ici, pour maintenir le même nombre d'ici 2050, si on doublait cela, voire si on triplait cela, c'est ça le scénario énergétique de l'Agence internationale de l'énergie, le nucléaire, avec 3 fois plus de réacteurs qu'actuellement, où il faudrait quand même trouver les pays pour les mettre. Hein. Et pourtant, d'après l'Agence internationale d'énergie, qu'on ne peut pas accuser d'être
peut-être des antinucléaires farouches, au contraire, disent que grâce à ça, on pourra économiser 6% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Alors que les seules mesures d'efficacité énergétique, encore une fois, préconisées par l'Agence internationale d'énergie, qui ne sont pas non plus maintenant des adeptes de la sobriété heureuse, ce n'est pas Nicolas Hulot, disent que les mesures d'efficacité énergétique nous permettront d'économiser 38% des émissions de gaz à effet de serre de 2050. Donc, le nucléaire est et restera ce que ça a toujours été, quelque chose d'extrêmement marginal en termes de bénéfices avec un risque maximal. Je pense que, compte tenu des problèmes que nous avons en face de nous, et vous les avez rappelés, d'ici 2050, 3 milliards d'individus en plus, 2 fois plus d'électricité a priori en matière de demande, et si possible, à moins d'y renoncer, 2 fois moins de CO2, à l'échelle de la planète, on n'est pas assez riche pour se priver d'une de ces solutions. Alors moi, je veux bien admettre que le nucléaire, il ne faut encore pas la solution à tout, mais c'est comme si vous me disiez, il y a un grand incendie, et on va laisser une des échelles de pompiers au garage. Eh bien moi, quand bien même ça ne permet que de résoudre ou de ne contribuer à éteindre qu'une partie de l'incendie, eh bien moi, je sors l'échelle. Il faut sortir du nucléaire de façon progressive, de façon programmée, parce que voilà, la situation de la France, elle est exceptionnelle. Maintenant, comment s'organisera cette sortie? Bien sûr, il faudra à un moment donné fixer une date, un âge limite des centrales, que ce soit maintenant 35 années ou autre chose. Le modèle actuel, et qui pourra, à mon avis, avoir trouvé un consensus politique d'une autre majorité d'ici 2012, serait probablement une limite d'âge de 35 années, ce qui voudrait dire que d'ici 2030, il n'y aurait plus que 3 centrales, les 3 centrales les plus récentes qui resteraient en service. Et donc, d'ici là, au lieu d'investir 30, 40, 50 milliards d'euros dans la prolongation de la durée de vie des centrales actuelles, au lieu d'investir, encore une fois, de façon complètement aventurière, 7 milliards d'euros dans un EPR qui n'a même pas encore fonctionné, ce qui est logique parce que c'est un investissement, au lieu de construire Poly, on prendrait bien sûr cet argent-là pour prioritairement taper dans le principal gisement d'énergie que sont les négawatts, à savoir cette kilowatt-heure économisée qui coûtera 1 centième de la kilowattheure produite à partir de la source nucléaire. Donc, priorité, c'est l'efficacité énergétique, avec des mesures de sobriété énergétique. Oui, il faudra qu'on envisage de changer de style de vie. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus le même confort qu'aujourd'hui, mais je pense que certains cycles de remplacement en termes de flux matériel, il faut s'y résoudre. De toute façon, il faudra s'y résoudre parce qu'il y a maintenant 3 milliards de personnes sur Terre qui veulent aussi une part du gâteau. Et donc, notre modèle, il n'est pas généralisable. Imaginez-vous 58 centrales nucléaires en France, avec 60 millions d'habitants. Imaginez-vous cela en Inde, imaginez-vous cela en Afrique du Sud, imaginez-vous cela au Mexique, au Brésil, en Argentine. Donc notre modèle, il n'est pas généralisable. Ce n'est pas à moi de dire s'il faut sortir du nucléaire ou pas. J'ai une opinion de citoyen, mais le porte-parole d'Areva n'a pas à dire, et le groupe Areva n'a pas à dire s'il faut ou pas sortir du nucléaire. Aujourd'hui, c'est son offre. Il a des clients en France et dans le monde qui lui achètent son offre nucléaire et qui lui achètent de plus en plus son offre renouvelable. J'ai envie de vous dire, sortir du nucléaire, chiche, une fois encore, dès lors qu'on a trouvé la solution pour continuer à avoir de l'électricité en permanence, ou alors il faut se dire, non, de l'électricité au meilleur coût et de l'électricité faiblement émettrice de CO2. A priori, sauf erreur de ma part, je n'ai pas la réponse dans les propos que vient de tenir Pascal Husting. Deuxièmement, là encore, chiche, après tout, si la France ne veut plus d'électricité électronucléaire, arrive à un business model, on s'arrête en 30 ans, ça veut donc dire qu'on a 30 ans pour changer de business model. Le vrai sujet, c'est pas sortir du nucléaire, s'arrêter du pétrole, refaire du gaz, mettre des éoliennes, machin. Le photovoltaïque, c'est très sympathique, sauf qu'en France, dans un pays tempéré, ça ne correspond pas. Donc il en faut sans doute un peu dans les endroits où ça marche, puis il y a d'autres endroits où on n'en veut pas, et surtout où ça ne fonctionne pas. Je crois qu'il faut se poser la question de quel type de développement nous voulons, collectivement, et puis ensuite de faire les choix. Pourquoi voulez-vous que ça soit toujours ou l'un
ou l'autre. Il y a des solutions, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a certains pays qui sont adaptés ou qui ont la volonté ou qui ont les moyens ou qui ont la capacité technologique, les infrastructures pour certaines et pas pour d'autres. Effectivement, il y a des pays d'Afrique ou d'ailleurs auxquels on dira vous, effectivement, c'est mieux que, parce que c'est dans votre sous-sol, vous utilisiez le gaz, le pétrole, le charbon, mais nous, du coup, il va bien falloir qu'on se rabatte sur autre chose. Et donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il va falloir une réflexion collective sur une base d'un ensemble de solutions. Et ça, je ne comprends pas pourquoi il y a, dans votre raisonnement, un anathème qui voudrait que d'emblée, on se ferme certaines portes. Alors simplement, Pascal Hosting, un mot de conclusion. Écoutez, moi, je reviens à cette formule que le nucléaire est trop tard, trop peu et trop cher, et que voilà, que c'est le moment de regarder résolument vers l'avenir, de mobiliser les matières grises qui travaillent sur le secteur énergétique sur ces questions, qu'il faut revoir nos modèles de développement, qu'il faut revoir nos définitions de croissance, que probablement aujourd'hui à Fukushima et au Japon, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux d'avoir participé à un système économique qui devait prendre le risque du nucléaire pour subsister. Merci. Jacques-Emmanuel Saulnier, également un mot de conclusion. Oui, alors, quitte à me répéter, nous considérons, et je m'en fais bien volontiers le porte-parole, que le nucléaire n'est pas la solution, qu'il n'y a pas de solution miracle, mais que dans un monde où il y aura 3 milliards d'individus en plus d'ici 2050, où on va avoir besoin de 2 fois plus d'énergie avec 2 fois moins de CO2, il n'y a pas de solution qui exclut le nucléaire, ni aucune autre forme de production d'électricité, étant rappelé bien sûr que la meilleure, la moins chère et la moins polluante des énergies, des électricités, c'est celle que l'on ne consomme pas.